Maladie génétique qui touche l'hémoglobine, la protéine contenue dans les globules rouges qui sert à transporter l'oxygène à travers le corps. La drépanocytose se manifeste par des signes variés à l'instar de l'anémie aiguë ou chronique. C'est ce sujet qui retient notre attention aujourd'hui dans votre émission Santé Assure. Bonjour chers auditeurs de Radio Dina, je suis Edvigia Pedo et pour parler de la drépanocytose, nous sommes avec deux spécialistes et ils nous viennent d'une association. Vous allez découvrir cette association, même s'ils sont habitués de cette émission. On est avec Batok Fetou Joël, il est étudiant en médecine et membre de Med Student Leaders Association, MLA. C'est une association on va dire, des jeunes médecins. Je ne vais pas dire des étudiants, des jeunes médecins du Togo. Bonjour Joël. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Est-ce que c'est là? Je sais que les médecins souvent n'ont pas pour l'habitude de s'exprimer, ou bien c'est notre micro qui baisse, ou bien c'est la drépanocytose là qui vous donne des mots de tête, parce qu'on ne veut pas écouter vos conseils. Oui, c'est vrai, non? La drépanocytose, c'est parce qu'on n'écoute pas les conseils des spécialistes, c'est cela? C'est vrai. Également avec nous, Wake Djambaré, il est doctorant en médecine, chargé adjoint des projets à l'association MLA. Wake, bonjour. Bonjour madame, comment vous allez? Nous allons bien. Alors, la dernière fois que vous étiez là, c'était pour une campagne pour amener les citoyens à faire le bilan rénal. Comment s'est déroulée cette campagne d'abord? Oui, c'était une campagne qui a été avec un grand succès. Je remercie la population d'avoir interagi, d'avoir participé massivement. Il y a même des églises qui nous ont appelés pour venir dépister les membres de leurs églises. Et c'était très bien. Parce que dès qu'on parle du bilan rénal, les gens ont compris ce qu'on voulait faire. Et puis, ils ont été intéressés. Donc, on va dire que le bilan est positif. Le bilan est positif. Maintenant, l'après, c'est que les gens adoptent ces comportements. Oui. C'est ce qui fera votre satisfaction au niveau de l'association. C'est vraiment notre satisfaction. D'accord. Maintenant, au-delà du bilan rénal, maintenant vous vous attaquez à la drépanocytose. Quand on dit drépanocytose, qu'est-ce qui doit nous venir en tête, Joël? Bon, tout d'abord, la drépanocytose, c'est une maladie génétique héréditaire touchant les globules rouges. Donc, elle se caractérise par une anomalie de l'hémoglobine et qui est la protéine principale des globules rouges. D'accord. Donc ça veut dire que la maladie touche normalement la protéine, bien le sujet important qui apporte souvent de l'oxygène aux globules rouges, c'est ça? En fait, c'est les globules rouges qui apportent l'oxygène à l'organisme. D'accord. Donc c'est une protéine qui est touchée, c'est une mutation génétique. Donc ça fait que la globule rouge prend la forme d'une fossile. Normal, la globule rouge, elle est ronde, comme on le sait, mais elle prend la forme d'une fossile. Donc, ça fait qu'elle n'arrive plus à capter l'oxygène pour transporter l'oxygène vers l'organisme. C'est exactement ça. Et si on quitte cette émission, c'est ce que les gens doivent retenir, que voilà, la forme change, et quand la forme change, beaucoup de choses, beaucoup de conséquences. Parce que la forme, elle est ronde. Maintenant, la forme change. Ça veut dire qu'elle n'est plus ronde, elle ne peut plus contenir l'oxygène nécessaire à transporter vers l'organisme. Et ce qui impacte sur la santé, le bien-être. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui amène à cette pathologie? D'accord. Merci beaucoup. C'est une mutation génétique. Donc, comme il vient de le dire, elle est récessive, c'est-à-dire tu prends ça d'un parent. Et bon, de tes deux parents, parce que nous savons que avant de naître, nous prenons des gènes d'un parent mâle et puis d'un parent femelle. Donc ce sont ces parents-là qui transmettent le gène malade à l'enfant, et donc là l'enfant devient malade. Nous l'avons fait au lycée, on parlait de AA, AS et autres, je ne sais pas si vous... Oui, on disait AA, AS, mais quand on entend AS là, on dit que ça là, on sait que c'est dangereux. C'est dangereux. Oui. Et quand on dit SS, c'est le pire. Voilà. C'est ce qui est pire. C'est ça qui est la drépanocytose. Quand on dit AA, donc ça veut dire que la personne... C'est normal. Et quand on dit AA, la personne est normale. Oui. On dit AS, la personne est porteur des gènes. Et puis on dit SS, la personne est... Vraiment drépanocytaire. Vous voyez? Donc voilà, nous avons des parents qui ont soit AA
AS ou SS. Maintenant, quand ces parents-là s'unissent, ça donne des enfants qui vont prendre un gène de leurs parents mâle et puis un gène de leurs parents femelle. Donc, imaginons que le papa est AS, la maman est AS. Donc, nous pouvons voir un enfant qui peut être AA, un enfant, donc 2 enfants sur 4 qui peuvent être AS, et puis le dernier enfant, c'est-à-dire 1 sur 4 qui est SS. Et c'est cet enfant-là qui est drépanocytaire. Les deux sont porteurs de traits drépanocytaires. Et puis il y a une personne qui peut sembler être normale. Donc imaginez que les 2 parents sont SS, c'est qu'ils ne feront que des enfants SS. Donc si on comprend bien, quand on connaît, par exemple, c'est quel bilan qui amène vers AA, AS, SS, Joël? C'est le statut hémoglobinique et par l'électrophorèse. Donc c'est avec ce bilan on peut déterminer nos gènes hémoglobiniques. Donc c'est AA, si on fait l'électrophorèse, voilà, on vous dira si vous êtes AA, vous n'avez pas de gène. Ou bien AS. Maintenant, pourquoi quand on a AA, AS, tout ce qu'on nous dira quand on fera l'électrophorèse, on ne doit pas se mettre ensemble quand on sait qu'on a les gènes de panocytaires? Et pourquoi on ne doit pas se mettre ensemble? Oui, pour ne pas transmettre les gènes à nos enfants. Même si on est amoureux? Oui, bien sûr. Oui, c'est des conseils. Parce que c'est un problème dans nos communautés. C'est des conseils en fait. Puisque pour avoir 0 cas de drépanocytose, il faut que nous revoyons la manière dont on se met en couple, parce que c'est important de faire d'abord l'électrophorèse. Pour se mettre en couple, il faut faire l'électrophorèse. Voilà. Obligatoirement. Voilà. Vous savez, il y a Dr Beauty qui dit souvent. Oui, Beauty, c'est quelqu'un qui nous envoie un coucou. Oui. Elle dit, quand vous rencontrez un gars, le gars vous plaît, ou bien quand vous rencontrez une femme, la première des questions qu'il faut poser, c'est voilà. Tu appelles l'électrophorèse, tu es lequel, AA ou bien AS. Parce que ça permet de ne pas aller très loin et maintenant de dire on est amoureux, il n'y a plus rien à faire. Si dès le début vous savez que vous allez faire des enfants qui sont porteurs ou bien des enfants malades, vous allez déjà savoir prendre des responsabilités. Soit vous arrêtez soit vous arrêtez en même temps de ne pas avoir d'enfants. Donc voilà, c'est comme ça. Mais est-ce que Dieu ne peut pas faire quelque chose? Moi je ramène tout ce que les gens disent dans la communauté. Ok, pour le moment, la science n'a pas encore évolué pour arriver à faire quelque chose. D'accord. Et c'est Dieu qui nous a donné l'intelligence, c'est Dieu qui nous a donné... c'est lui aussi qui a mené cette histoire. C'est lui qui nous a donné l'intelligence de pouvoir déjà savoir comment est-ce que les enfants mourraient. Parce que, je vais vous le dire, il y a des années, la durée de vie des drépanocytaires, ça ne dépassait pas 20 ans. Ouais. Vous voyez? Aujourd'hui, on est arrivé avec le développement de la science. Il y a eu de l'évolution. Il y a des gens qui dépassent même 40 ans. Vous voyez, c'est vraiment un effort que la science a pu faire. Mais arrêter complètement, c'est-à-dire de ne pas être AS, ça ne pourra pas. Et ça doit être une prise de décision responsable que nous devons avoir pour ne pas se mettre ensemble quand nous savons que nous sommes porteurs de traits ou bien quand nous savons que nous sommes drépanocytaires. D'accord. Alors, qui peut être touché par la drépanocytose? Est-ce que tout le monde, toutes les races peuvent contracter cette pathologie? Comme on l'a dit, c'est héréditaire. Donc, si un parent proche a le drépanocytose, c'est possible que tu l'as aussi. Donc, il faut le dépistage pour connaître ton statut hémoglobinique afin de savoir comment se préparer. Voilà. Mais le plus souvent, quand on discute avec les spécialistes, souvent ils nous disent que ce sont les personnes qui ont des origines africaines, antillaises, maghrébines, moyen-orientales ou indiennes qui sont beaucoup plus touchées par cette pathologie. Vous confirmez? Oui, c'est exactement ça. Il faut avoir une origine afro. Ou une origine afro. Donc nous savons que les afros, c'est souvent les personnes qui sont en Afrique, en Afrique du Nord, et ils se sont déportés pour aller aux États-Unis, dans les Antilles et en Europe actuellement. Donc quand la personne a une origine afro, même elle est la plus minime possible,
elle est susceptible de faire. Donc, c'est pour cela que nous allons voir des métis qui sont métissés, très clair que vous allez penser que c'est une personne qui est européenne, alors qu'elle a peut-être quelques petites origines africaines et donc elle est susceptible de faire de porter les gènes. D'accord. Et donc ça veut dire que si on a ces origines-là, on doit faire attention à sa santé et surtout faire ce bilan. Ce bilan l'électrophorèse. Maintenant, est-ce que l'électrophorèse se fait une seule fois ou on peut répéter? Ça peut changer? Non, ça ne change pas. Que ça soit clair pour tout le monde. Ça ne change pas. Dès que tu fais l'électrophorèse, il y a certains parents qui sont conscients, dès que l'enfant naît quelques jours après, ils font l'électrophorèse pour que l'enfant sache que, bon, voilà, je suis temps et que les parents aussi sachent comment est l'enfant et savoir comment suivre l'enfant. Et c'est comme le rhésus sanguin. Oui, c'est comme le rhésus sanguin, ça ne change pas. D'accord. Voilà. Alors, la drépanocytose est-elle fréquente dans les pays? Oui, c'est fréquent, c'est un problème de santé publique. En Afrique, on a plusieurs cas de drépanocytose et même dans le monde entier. Docteur, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, on va donner quelques chiffres. On dira que, par exemple, en France, dans la Grande France, on a 1 sur 700 personnes naissances. Vous voyez? Donc, c'est vraiment fréquent. Quand on dit 1 sur 1700 naissances, bon, les gens se disent... Bon, c'est un seul, alors que c'est fréquent. Donc, ça veut dire, si on a 1 million de naissances, vous voyez, ça fait 1000 personnes dans les 1 million. Ça, c'est en France, ça. Maintenant, à Paris, c'est-à-dire à Paris et puis dans les Antilles et en Afrique, on a 1 sur 499 personnes. Vous voyez comment c'est réduit. Donc, ça veut dire que si on fait, par exemple, 1000 enfants, on peut avoir 2 enfants dans les 1000 là qui sont drépanocytaires. Vous voyez. Donc, notre objectif, ou bien l'objectif que la science est en train de faire, c'est de tout faire pour réduire ce cas-là. Peut-être on peut dire 1 sur 1 million, ou bien il y a des maladies qui sont 1 sur 100 millions. Là, on sait que c'est rare. Mais la drépanocytose, elle est très fréquente, surtout en Afrique noire, où les gènes sont vraiment présents et que les gens ne prennent pas de décisions responsables. Ouais. Parce qu'on parle de l'amour. On parle de l'amour et on ne veut pas savoir que si, à cause de votre amour, vous mettez premièrement... Vous détruisez quelqu'un. Votre vie économique en jeu. La vie de votre enfant qui est en jeu. Parce que quand je dis la vie économique, c'est que ça dépense de l'argent quand une personne est dépendante. La prise en charge. C'est vrai que maintenant, on essaie avec le développement de la science, il y a le CHU Campus qui essaie de prendre en charge, mais c'est 50% que ça prend en charge. Vous voyez? Donc, c'est beaucoup d'argent et c'est beaucoup de temps. Parce que quand ton enfant pleure la nuit, tu ne peux pas dormir. C'est beaucoup de choses qui rentrent en jeu quand cette situation vous arrive. Alors, selon l'Organisation mondiale de la santé, vous l'avez dit, il y aurait environ 5 millions de personnes atteintes de drépanocytose dans le monde, ce qui est beaucoup, beaucoup. Et quand on prend la majorité, c'est l'Afrique. Et donc, il faut prendre des précautions pour lutter contre cette pathologie et ça passe par la prévention. La prévention. Et c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est notre objectif depuis un certain temps. Nous sommes à la 3e édition de mon statut hémoglobinique. On veut que toute la population togolaise, tout Togolais ou bien tous les habitants de l'Afrique en général aient une fois fait l'électrophorèse. Ce n'est pas un examen que vous allez faire tous les 3 jours. Oui. C'est comme le groupe sanguin. Vous connaissez votre groupe sanguin, vous connaissez votre statut. C'est fini. Donc voilà, c'est notre objectif. Nous voulons la prévention qui passe premièrement par des décisions responsables, de savoir que non, je dois faire l'électrophorèse, de savoir que si je fais l'électrophorèse avec mon résultat, je vais savoir quelle décision je dois prendre. Alors, quels sont les signes qui peuvent nous permettre de comprendre qu'on est atteint peut-être de la drépanocytose? Ok, parlant des signes, on a l'anémie. Et l'anémie, c'est le manque de sang chez l'enfant. Souvent c'est dans les cas de crise de drépanocytose, on voit ça, dans l'anémie. Et la paume de main et les pieds, la paume des pieds sont blancs. Voilà, c'est pâle. Et même les conjonctives. On a aussi les douleurs. Et les douleurs vives. Douleurs comment? Abdominales plutôt. Et même les douleurs au niveau des os et articulaires. D'accord. Donc, ce sont les signes.
Alors, est-ce qu'il y a un apport? C'est-à-dire que si peut-être vous n'avez pas fait l'électrophorèse, vous ne savez pas que vous êtes drépanocytaire, ces signes-là, il y a des douleurs au niveau des articulations et tout ça qui peuvent nous dire qu'il faut aller vers... Oui, la drépanocytose, les gens le connaissent. On dit, oui, quand tu as mal dans les os, quand il pleut, il faut savoir que tu es drépanocytaire. Il fait frais. Oui, c'est le signe que les gens voient le plus souvent. C'est-à-dire, la personne, quand il commence par pleuvoir, il fait frais, la personne a des douleurs dans les os. C'est vraiment des douleurs atroces. Donc, ce sont les signes que les gens voient. Ou bien que quand la personne fait de l'anémie à répétition, là, on peut aller voir qu'est-ce qui est la cause de cette anémie-là. Et très souvent en Afrique, c'est la drépanocytose qui est à la base. Mais il faut savoir que c'est depuis la naissance, dès que l'enfant naît, qu'on peut savoir si la personne est drépanocytaire ou pas. Donc, quand l'enfant vient de naître, au tout début les premiers mois de sa vie, comme il a l'hémoglobine fœtale, c'est-à-dire l'hémoglobine disons les chaînes de sa mère, il est protégé un peu. Mais dès que cette hémoglobine fœtale passe, là, l'hémoglobine S vient et c'est lui qui commence par à envoyer des crises. Nous avons l'anémie à répétition, comme il vient de le dire. Quand je dis anémie à répétition, c'est tout le temps. C'est tout le temps? Oui, comme je vous l'ai expliqué, vous voyez le globule rouge, est en forme de fossile. Qui a changé de forme. Donc, quand le globule rouge est en forme de fossile comme ça, normalement, les globules rouges, ça fait jusqu'à 120 jours. Mais ces globules rouges-là, en 20 jours maximum, c'est fini. Ils sont détruits. Et vous voyez, quand ils sont détruits comme ça, ça fait que le taux de globules rouges dans le sang diminue. Et c'est ça qui fait les anémies à répétition. Après ça, nous avons les douleurs, comme je viens de le dire, dans les os et autres, des douleurs abdominaux. On les appelle les crises vaso-occlusives. C'est-à-dire l'enfant crie atrocement parce qu'il a mal au ventre. Vous ne savez pas, l'enfant a des douleurs, il est en train de faire des gestes brusques, ou bien vous avez le dos des mains et des pieds qui se gonflent. D'accord. Donc on appelle ça syndrome pied-main. Donc vous avez des gonflements au niveau des mains et des pieds. Donc quand vous avez ça, c'est forcément la drépanocytose. Vous voyez? Donc ce qui est conseillé, c'est d'aller vers le spécialiste. Vers le spécialiste. Et pour terminer, il y a aussi les infections à répétition. Étant donné que les globules rouges ne peuvent plus travailler, donc ces personnes-là sont exposées à faire des infections. Tout de suite, l'enfant fait une infection. On le traite. La semaine qui suit, l'enfant revient avec une autre infection. Voilà. Donc, ce sont les signes que vous devez voir. C'est-à-dire, vous n'avez pas fait votre électrophorèse ou bien votre enfant est né. Vous n'avez pas encore eu le temps de le faire. Et vous voyez ces signes-là. Il faut savoir que votre enfant est peut-être drépanocytaire et donc d'aller à l'hôpital quand vous allez à l'hôpital, la première des choses qu'on va vous faire, c'est l'électrophorèse. Pour voir si c'est ça ou autre chose. Alors, et donc, ça veut dire que la drépanocytose se manifeste dès le bas âge. Dès le bas âge. Donc, il y a des signes qui ressortent quand on est enfant. Quand on est enfant. Mais il y a par exemple, les porteurs, les AS, eux, peut-être depuis l'enfance, ils n'ont rien jusqu'à un certain âge, vers 20 ans. Là, ils commencent aussi à avoir ces signes. Donc, ça, c'est pas parce que l'enfant n'a pas eu ça depuis son enfance que quand l'enfant a 20 ans, l'enfant commence pas à avoir des signes, vous n'allez pas aller à l'hôpital. Je vous donne un exemple précis. Il y a un monsieur dans notre quartier, il a 32 ans. Mais il m'a vu que ça fait 2 ans que quand il pleut, ça ne va pas du tout. Donc quand il m'a expliqué aussi, il m'a dit qu'il avait le vertige. Tantôt, il n'arrive pas à se tenir debout, que c'est l'anémie et autre. J'ai dit, il faudrait que tu fasses l'électrophorèse. Il dit non, que j'ai dit, fais l'électrophorèse. Il fait l'électrophorèse. Même ses parents, bon, ils ont trouvé ça bizarre, quoi. Le gars est parti faire l'électrophorèse, il est AS. Et puis le taux de S était très élevé ici. Vous voyez? Et c'est là que je dis, bon, maintenant, les parents doivent faire aussi l'électrophorèse, tous les membres de la famille, donc je leur ai prescrit l'électrophorèse à eux tous. La personne a 32 ans et c'est maintenant qu'elle se rend compte qu'elle est AS. AS, vous voyez, donc voilà un peu ça. D'accord, par rapport, on a parlé des enfants, est-ce qu'on peut reconnaître aussi la drépanocytose chez un bébé? Bien, c'est difficile.
Chez un bébé, comme je viens de le dire, Oui, c'est difficile. Il y a l'hémoglobine fœtale qui est présent et donc c'est-à-dire au tout début ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais avec le développement de la science, si par exemple on sait que les parents sont porteurs ou bien les parents sont SS, il y a la science qui permet de pouvoir faire une forme d'électrophorèse au bébé même qui est dans le ventre de la maman. Bon, ça c'est le développement de la science, ça se fait en Europe, mais c'est très difficile de le faire en Afrique ici. Alors, souvent on dit qu'il y a des groupes sanguins qui sont susceptibles d'avoir cette pathologie. Est-ce que c'est vrai? Aujourd'hui, on va dire toutes les vérités. Est-ce que c'est vrai? Bon, moi, à mon avis, je ne crois pas que c'est vrai. Je laisse le docteur compléter. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Oui. Ou bien tout le monde peut l'avoir, tout groupe sanguin peut le faire. Mais il y a des études qui ont été faites et on dit que le O négatif est plus susceptible de faire. Bon, c'est vrai, mais c'est pas tout le monde qui fait déjà le registre pour savoir qu'il est O négatif ou pas. Et donc c'est pour cela que nous préconisons de faire plutôt l'électrophorèse pour le savoir. D'accord. Alors, vous avez déjà la pathologie, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a un traitement pour? Bon. Est-ce qu'il y a un traitement pour, Joël? Un traitement, je dirais, d'éviter les facteurs favorisant le déclenchement des crises et quels sont ces facteurs-là? Par exemple, le froid. Donc de se protéger du froid. Quand il fait froid, il faut se protéger. Oui, l'hypoxie, et donc d'éviter des endroits mal aérés, voilà, éviter les zones d'altitude. On ne peut pas rester dans la montagne. Non, c'est ça, il a dit l'hypoxie, c'est-à-dire le taux d'oxygène qui est diminué. Quand plus on va en altitude, plus le taux d'oxygène diminue et donc ces personnes-là sont susceptibles de faire des crises quand ils vont en altitude. Voilà. Donc les alpinistes, un drépanocytaire ne peut pas être alpiniste. C'est ce que je vois maintenant. D'accord. Donc il faut éviter les infections aussi. Ça, il faut avoir un régime alimentaire équilibré. Bien défini. Oui, aussi et pratiquer l'hygiène, laver les mains et tout. Et aussi, je peux dire, il faut dormir dans un moustiquaire imprégné. Ne pas être attaqué par les moustiques, puisque il pleut. Voilà, donc avec la fièvre, ça peut déclencher aussi des crises drépanocytaires. Des apports, Waki, par rapport à ces facteurs-là, ou est-ce qu'il y a un traitement bien que propose la médecine à ces personnes? Non, il n'y a pas de traitement. Vous savez, sur certaines ondes radio, on entend des gens qui viennent dire oui. On va parler de ça tout à l'heure. Les plantes, non. Moi, je traite avec ci, moi, je traite avec ça. Je vous le dis, pour le moment, la science n'a pas encore permis de traiter la drépanocytose. Donc, il faut essayer d'éviter au maximum les facteurs qui déclenchent les crises. C'est tout ce que je peux dire. Donc, éviter peut-être les attitudes, ceux qui aiment les montagnes et tout ça. Oui, d'accord. Voilà. Et même monter au niveau de la cascade et tout. C'est difficile. Oui, c'est difficile. Et ce que je vais ajouter aussi, c'est qu'il faut faire du sport. Parce qu'il y a des gens qui pensent que voilà, je n'arrive pas à bien respirer ou bien je suis drépanocytaire, je ne vais pas faire du sport. C'est faux. Quand tu es drépanocytaire, tu fais du sport. C'est ça qui permet de pouvoir mieux respirer aussi. Donc, quels sont les sports ces personnes peuvent faire? On peut faire tout? Vous pouvez faire tout type de sport. D'accord. Même les arts martiaux? La boxe, oui, ils peuvent le faire. Ça dit, ils peuvent faire tout type de sport. D'accord. Donc, c'est conseillé de faire le sport. Oui. Le régime alimentaire, qu'est-ce qu'on met là-dedans par rapport au drépanocytaire? Docteur? Oui, le régime alimentaire, c'est le régime que nous tous nous connaissons. Peu de sel, peu de sucre, peu d'huile gras. Et avec les drépanocytaires, il faut vraiment veiller à ça. Parce que quand tu manges trop de sel, tu mets ta vie en danger. Vous voyez, trop de sel, trop de sucre et trop d'huile. Parce que tu ne peux pas être drépanocytaire et maintenant t'ajouter un diabète ou une hypertension. Là, tu es foutu. Je vous l'ai dit, tu es vraiment foutu. Deux maladies qui s'ajoutent, c'est autre chose. Donc, il faut tout faire pour manger correctement, manger les fruits et légumes, comme on le dit. Éviter surtout l'alcool et puis le tabac.
Ça, je vous le dis. L'alcool et le tabac à éviter. C'est-à-dire même goûter une seule fois. À sortir de son registre. Oui. Et je profite aussi pour dire, quand on dit fumer, il y a aussi des fumeurs passifs. Les fumeurs passifs, ce sont des gens qui sont à côté des gens qui fument. Et les gens ne le voient pas comme ça, mais vous fumez autant que la personne est en train de fumer. Et les fumeurs passifs aussi, disons, ce phénomène-là aussi tue autant que le tabac. Ce n'est pas parce qu'une personne est à côté de vous en train de fumer que vous ne fumez pas. Non, vous fumez. Vous inhalez la fumée. Et les gens qui fument aussi la chicha, par exemple, vous êtes dans une boîte. Je voulais poser la question parce qu'on dit la chicha, non, ce n'est pas un problème. On peut le faire parce qu'on est des La chicha est aussi dangereuse. Les cigarettes électroniques et tout ça. Ils sont aussi dangereux que la cigarette. Vous savez, la chicha, on ne peut pas comparer la chicha et puis la cigarette. La chicha est encore plus dangereuse que la cigarette. Et quand vous allez dans les boîtes de nuit, vous allez voir, c'est des fumées de chicha seulement. Un drépanocytaire ne peut pas vivre dans cet environnement-là. D'accord. À éviter donc. Alors, il est aussi... Pourquoi un drépanocytaire, par exemple, doit boire beaucoup d'eau, Joël? Parce que la déshydratation peut entraîner des facteurs qui peut entraîner des facteurs et des facteurs de risque. Un déséquilibre dans le corps pour entraîner pour déclencher la crise. Des crises. Oui. Donc quand il y a de fortes chaleurs, c'est un problème. C'est un problème pour un drépanocytaire parce que s'il ne boit pas assez d'eau, il risque de faire des crises. Vous voyez que partout, quand il fait trop frais, quand il fait trop frais, c'est un problème. Quand il fait trop chaud aussi, c'est un problème aussi chez le drépanocytaire. Vous voyez l'objectif que nous sommes en train de mener pour réduire c'est trop de problèmes, donc à éviter. Partout. Comme je vous l'ai dit avant, c'était 20 ans. On dit un drépanocytaire ne dépasse pas 20 ans. Et c'était vrai, il ne dépassait pas 20 ans. Il ne dépassait pas 15 ans même d'ailleurs. Vous voyez, c'est avec le développement de la science qu'on a compris que la personne doit bien manger, la personne doit manger suivre un bon régime, faire du sport et autres, que ça a commencé par évoluer. Et avec les traitements, les traitements qu'on fait, ce sont des traitements pour juste les crises que la personne fait. Quand la personne a des maux de ventre, on essaie d'arrêter les douleurs. Quand la personne a des infections, on traite l'infection. Voilà, c'est tout ce qu'on fait. Il n'y a pas de traitement adapté à ça. Vous voyez, quand la personne a une anémie, on traite l'anémie. On traite l'anémie, on lui fait des transfusions, beaucoup de transfusions sanguines. Bon, c'est tout. La majorité des drépanocytaires, c'est juste la transfusion, on le fait. Quand tu viens à l'hôpital, c'est l'anémie, ok, c'est un drépanocytaire, on lui fait une transfusion en attendant pour qu'il puisse bien se comporter. Sinon, un traitement pour la drépanocytose, il n'y en a pas pour le moment. Combien de litres d'eau le drépanocytaire doit boire par jour, par exemple? Par jour. Ok. Un drépanocytaire, c'est plus de 3 litres d'eau. Ça fait, vous voyez, ça fait plus de 6 piatas. Piata de les sachets. L'eau en sachet. Oui. Ça fait 6 Ça fait plus de 6. Ouais. Il doit boire beaucoup d'eau quand je dis. Ce n'est pas comme 2-3 litres. Non. C'est que même quand vous n'avez pas soif, il faut se réhydrater, Et ça permet aussi d'uriner et puis d'éliminer certaines infections aussi. D'accord. Vous êtes sur Radio Diana dans Santéation. Nous parlons aujourd'hui de la drépanocytose avec les membres de l'association Main Student Leaders Association MLA, c'est du Togo. Nous sommes avec Joël Batofetou, il est étudiant en médecine, et Djembaré Wake, doctorant en médecine, chargé adjoint des projets de l'association MLA. Et quand on dit drépanocytose, ce qui nous amène à parler du thème aujourd'hui, c'est par rapport à cette campagne que vous avez lancée pour sensibiliser les citoyens sur la prévention. Quand est-ce qu'a démarré cette campagne? D'accord. Nous avons démarré cette campagne depuis le 1er juin et que nous allons terminer la phase d'inscription parce que il faudrait déjà qu'on sache ceux qui veulent se faire dépister. Vous voyez? Donc c'est pour cela que nous avons ouvert une phase d'inscription en ligne. Donc vous allez vous inscrire. Quand vous vous inscrivez, nous allons maintenant vous
Nous allons vous faire le test, le dépistage dans le centre que vous avez choisi. C'est toujours comme ça que nous fonctionnons. Nous amenons l'hôpital vers la population. Le patient. Oui. Donc, si tu es à Djidogomé, en remplissant, tu choisis que tu veux être dépisté à Djidogomé et on te trouve un centre qui est proche de chez toi où tu vas aller faire ton dépistage. Donc, cette phase d'inscription a commencé depuis le 1er juin et qui finit le 22 juin. Donc c'est jusqu'au 22 juin pour l'inscription. Pour l'inscription. D'accord. Et après ça, nous avons du 22 juin au 30 juin pour faire le dépistage dans le centre que nous allons où nous allons envoyer les patients. D'accord. Par rapport au dépistage, à l'inscription, est-ce qu'il y a des frais, le dépistage aussi? D'accord. Les frais d'inscription, c'est juste pour faire l'électrophorèse et à 3 500 francs que vous allez payer par Timoni ou par Flous. Quand vous allez sur Internet, vous tapez juste MLA, vous allez voir une affiche, vous allez cliquer dessus. Nous avons mis nos affiches sur toutes les plateformes. Nous avons ça sur WhatsApp, sur Instagram, toutes les plateformes. Donc vous n'avez jusqu'à cliquer dessus pour vous inscrire et vous payez par Timoni ou par Flous. C'est juste à 3 500 qui est les frais subventionnés. Donc l'inscription, on va dire que c'est gratuit. L'inscription est gratuite à ce niveau parce que les 3 500 c'est pour l'analyse. C'est pour l'analyse. Donc on s'inscrit avec 3 500, mais il faut se dire que les 3 500 c'est destiné à l'analyse. Comme je le disais, ce sont des frais subventionnés parce que pour faire l'électrophorèse, c'est à plus de 5 000 francs dans la majorité des centres. Donc c'est ce que nous aussi nous pouvons apporter à la population et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et dans les 3 500, nous avons la consultation pré-analyse, l'analyse et la consultation post-analyse. Parce que quand nous allons savoir que vous êtes peut-être drépanocytaire, nous n'allons pas vous laisser dans la nature comme ça. Nous allons vous diriger vers un spécialiste. Et c'est la consultation post-analyse. C'est dans cette Tout ça dans 3 500. Tout ça dans 3 500. C'est juste pour aider les citoyens parce que c'est beaucoup de choses. Parce que nous voulons que beaucoup de personnes fassent l'électrophorèse. Nous ne voulons plus rester à l'hôpital, voir des gens qui viennent, des enfants des mamans qui viennent, qui doivent aller au boulot le lendemain, mais passer avec toute des la douleurs nuit. Parce qu'il faut passer toute la nuit à l'hôpital avec son enfant. Oui. Alors, est-ce que vous avez compris, puisque vous avez dit que vous êtes à la 3e édition de Mon statut hémoglobinique, est-ce que vous avez constaté qu'il y a des changements de compréhension déjà? Oui, quand nous avons commencé par aller sur le terrain, des gens ne savaient même pas ce qu'on appelle électrophorèse. Non, sérieusement, les gens ne savaient pas ce qu'on appelle l'électrophorèse. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, mais qui ne savaient pas. Qui vous posent des questions, c'est quoi? Il y a d'autres qui le savent, mais qui n'ont jamais fait un électrophorèse. Ouais. Et il y a d'autres qui veulent le faire, mais qui remettent à demain. Et voilà, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ça vous rattrape. Ça vous rattrape. Donc, quand nous avons commencé, les gens ont commencé par adopter des comportements, c'est-à-dire à faire l'électrophorèse. Aujourd'hui, nous sommes à notre 3e édition. Nous l'ouvrons pour, disons, tout Lomé, tout Grand Lomé. En attendant, pour le moment, c'est tout Grand Lomé, parce que les centres que nous avons trouvés pour faire l'électrophorèse, c'est juste dans le Grand Lomé. Dans le Grand Lomé. Oui, mais peut-être à notre 4e édition, nous allons l'ouvrir sur tout l'étendue du territoire togolais pour que même les gens qui sont dans des villages reculés puissent faire l'électrophorèse. Vous savez, à Lomé, nous avons la chance d'avoir les réseaux sociaux, nous avons la chance de côtoyer beaucoup les étudiants en médecine, les médecins, et nous avons les informations. Il y a des gens qui sont dans des villages qui n'ont jamais entendu parler de ça et dont les enfants meurent. Bon, après, on dit que c'est la grand-mère du village, alors que peut-être c'est la drépanocytose. Alors que ce n'est pas la grand-mère du village. Alors, comment s'inscrire alors? D'accord. Pour s'inscrire, c'est très simple, comme je viens de le dire. Nous avons nos visuels avec un code QR. Vous allez cliquer dessus, ou bien vous allez juste vous taper MLA. Quand vous tapez MLA, vous allez voir le lien. Le lien, il est un peu long, donc je ne peux pas. Donc vous tapez MLA sur les réseaux sociaux. Ou bien vous nous contactez sur le 92 88 88 22. D'accord. Dès que vous nous contactez par WhatsApp, nous allons vous envoyer l'information. Les données, et puis vous allez vous inscrire. Donc plus 228 92 88 88 22. Oui, c'est ça. Pour l'inscription. Pour l'inscription. D'accord. Vous parliez à l'instant du fait qu'il y a certaines personnes qui viennent sur des médias pour dire moi je guéris la drépanocytose. Est-ce que, pour que ça soit clair pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui,
Est-ce qu'on guérit de la drépanocytose? On ne guérit pas de la drépanocytose. Il n'y a pas à passer par 4 chemins. On ne guérit pas de la drépanocytose. En tout cas, pour le moment, là où je suis avec vous aujourd'hui, c'est pas possible. La médecine n'offre pas. N'offre pas ça. Quelle que soit la médecine traditionnelle et autres, ça, on ne guérit pas de la drépanocytose. Tout ce que les personnes peuvent faire, c'est de prévenir, d'éviter les crises. Et puis, ce que les gens font souvent, c'est les signes qui sont là. Par exemple, la personne a des douleurs, ils vous donnent quelques produits, les douleurs passent, et puis vous êtes content. Alors que demain, quand vous êtes dans les mêmes conditions, vous allez encore revenir, vous voyez. Et on vous donne des produits pour les infections. Des produits encore pour les infections. Ouais, c'est ce que les gens font souvent. Donc, la drépanocytose, pour le moment, on ne guérit pas de la drépanocytose. Tout ce qu'on fait, c'est d'éviter les symptômes, c'est de traiter les symptômes, c'est tout ce qu'on fait. Mais il faut savoir que ces symptômes-là reviendront. Parce que vous êtes drépanocytaire, dès que vous rentrez dans des conditions qui créent les crises, la drépanocytose va encore envoyer les... Alors, Joël, il a parlé tout à l'heure du fait qu'on ne guérit pas de la drépanocytose, donc ce qui est clair. Maintenant, il y a certaines personnes qui prennent également des plantes. Quand elles ont des crises et tout ça, est-ce que c'est conseillé? Non. En tant que spécialiste de la santé? Non, c'est pas conseillé, c'est déconseillé. Lorsque vous êtes dans ce cas, il faut venir voir votre médecin. Donc, il faut aller à l'hôpital et on vous dirige vers le spécialiste. Et là, il vous consulte et vous donne des directives. Et de temps en temps, il faut aller le voir pour voir si ça s'améliore ou pas. Donc, on ne prend pas de plantes. Pas de plantes, parce que déjà, vous avez une drépanocytose, vous allez prendre les plantes qui vont détruire votre rein et vous allez faire, en plus de votre drépanocytose, vous allez faire une insuffisance rénale. Et ça aggrave votre situation. Ça aggrave aussi votre situation. Donc, les plantes, ce n'est pas conseillé parce que ça peut vous entraîner les insuffisances rénales. Donc, il n'y a pas de plante qui guérit? Non. Il n'y a pas de plante qui guérit. Donc, que ça soit clair pour tout le monde. Que ça soit clair pour toute la population togolaise. Que personne ne vienne vous mentir sur les ondes de radio, à la télé, que moi, je suis tant, et que je guéris la drépanocytose. Ce n'est pas possible pour le moment. D'accord. Alors, par rapport à la pathologie, souvent, on constate qu'il y a des personnes qui ont des yeux jaunes. Est-ce que c'est un signe aussi de la drépanocytose? Oui, c'est un signe. Pourquoi c'est jaune? C'est l'ictère, on appelle ça l'ictère. En fait, vous voyez, notre organisme, il est compliqué. La forme fossile dont je vous ai parlé, d'accord. La forme fossile, il fait tout son plein, tout son temps jusqu'à... Comme ils sont en fossile, ils vont s'accrocher au niveau de notre organisme. Ils vont s'accrocher et là, la bile qui est censée couler, elle ne coule plus. Donc, quand c'est bloqué comme ça, la bile ne coule plus et donc ça devient nombreux et ça devient beaucoup. Et c'est ça qui se fait voir dans les yeux. Pour les enfants, vous allez voir que l'enfant est tout jaune. Ça s'appelle l'ictère. Oui, ça s'appelle l'ictère et c'est un des signes aussi de la drépanocytose. Est-ce que ça se traite ou bien c'est comme ça? Ça reste comme ça? L'ictère, oui. Dès qu'on arrive à enlever l'obstacle, c'est fini. La personne peut revenir dans sa forme normale, mais il faut savoir que ça va encore revenir aussi. C'est la saison des pluies et il y a le paludisme qui, quand on va dans les hôpitaux, maintenant vous confirmez. Comment faire quand on est drépanocytaire pour éviter d'avoir de développer un paludisme grave? Donc, dans ce cas, il faut dormir sous un moustiquaire imprégné et éviter les eaux stagnantes qui se trouvent tout là et utiliser des insecticides dans la maison pour chasser les moustiques et aussi il faut aller consulter si vous avez des signes de paludisme, si la fièvre commence et tout ça. Voilà, pour un apport, oui, c'est exactement ça. Parce que le paludisme et puis la drépanocytose, c'est un peu un bon ménage. Dès que vous avez un paludisme grave et vous êtes drépanocytaire, il faut savoir que vous allez faire des paludisme grave forme anémique. Et ça aussi, c'est que les enfants viennent. Nous avons des enfants drépanocytaires qui viennent avec des TH. TH, c'est le taux d'hémoglobine dans le sang qui est à 2.
Alors que la normale chez un enfant, c'est supérieur à 14. Vous voyez, donc, ce sont des enfants qui meurent très vite. Ce sont des personnes qui meurent très vite. Quand vous êtes drépanocytaire, vous êtes à risque de mourir plus vite du paludisme qu'une personne normale. Donc, comme il a dit, dormir sur un moustiquaire imprégné, d'utiliser ce que nous appelons les phytoches et autres là, les insecticides et autres. Voilà. D'accord. Par rapport à la drépanocytose, on dit souvent qu'il est déconseillé aux drépanocytaires de prendre du lait ou bien des produits laitiers. C'est confirmé? Non, c'est pas confirmé. Il y a plusieurs types de drépanocytose. Vous voyez? Et puis en dehors de ça, il y a des personnes qui sont intolérantes au lactose. Oui. Donc si la personne est intolérante au lactose, on va croire que c'est parce que la personne est drépanocytaire qu'elle ne doit pas prendre ça. Alors que la personne est drépanocytaire et est intolérante au lactose. Parce que quand tu es drépanocytaire, tu es plus amène d'être intolérant au lactose que les autres. Donc, c'est ça qui fait qu'on dit, voilà, qu'il ne doit pas prendre. Mais c'est pas tout le monde. Si tu as pris une fois, tu as vu que tu as eu des réactions, donc il faut arrêter. Il faut arrêter. D'accord. Par rapport aux parents, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils comprennent aujourd'hui par rapport à cette pathologie? D'accord. Aux parents, il faudrait qu'ils comprennent qu'ils doivent connaître leur statut. Les parents doivent connaître leur statut. Je suis AA, je suis AS. Et il doit prendre des décisions en conséquence. Maintenant, si vous avez déjà des enfants qui sont malades, allez-y à l'hôpital pour se faire soigner. Il y a une prise en charge qui se fait au CHU Campus. Il y a même un centre qui est dédié aux drépanocytaires au CHU Campus. Quand vous rentrez par l'entrée CHU Campus de l'Université de Lomé, il y a un centre en jaune. Oui, juste à 10 mètres, un bâtiment. Vous voyez, le grand centre là, c'est le centre qui destiné à la drépanocytose au Togo. Vous voyez, donc on fait des efforts pour prendre en charge ces patients-là. Donc, que la population vienne vers les médecins pour se prendre en charge. Voilà ce que moi je veux dire aux parents. Mais il faut faire comprendre aux parents que c'est pas parce qu'il y a ce grand bâtiment au campus qu'il faut continuer par se mettre en couple et donner des enfants drépanocytaires. C'est ça, non? Oui. Le message, il est clair. Parce qu'on va dire, bon, de toutes les façons, l'État qui nous accompagne, donc on nous prend en charge, donc on peut le faire. On peut, non. Mais non, quel est l'impact psychologique au-delà de l'aspect santé, l'aspect médical, l'impact psychologique de cette pathologie sur toutes ces personnes qui tournent autour d'une personne qui souffre de cela? D'accord. Avant de parler de l'aspect psychologique, nous allons parler de l'impact économique. Vous savez, l'économie, il est important dans un couple. Donc, quand votre enfant est drépanocytaire, vous allez savoir que vous allez dépenser énormément. Depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il ne meure, vous allez dépenser énormément, beaucoup d'argent. Vous voyez? Donc, dépenser de l'argent dans un couple, ça fait que psychologiquement, on n'est pas bien. Et tu ne peux pas avoir un enfant drépanocytaire, le laisser et puis aller au service et être concentré au service. Ce n'est pas possible parce que l'enfant peut faire une crise à tout moment. Tu es au service, tu touches tout le temps ton téléphone parce que tu as peur qu'on t'appelle que ton enfant a fait une crise. Voilà, c'est un impact qui est très pesant psychologiquement sur les parents, surtout chez la mère qui, nous-mêmes, nous savons dans notre contexte africain, c'est la mère qui est plus proche de l'enfant tout le temps. Donc, chez la femme, c'est encore plus pesant. Donc, il faut faire vraiment attention pour ne pas avoir un enfant drépanocytaire. Donc, quel que soit le niveau de vie, évitez cela. Évitez cela. C'est pas parce que vous êtes riche que vous pensez que non, ça peut aller. Soit quand vous savez que vous aimez vraiment votre partenaire, il n'y a rien à faire, vous allez éviter d'avoir des enfants. Et puis, vous allez mieux vous porter psychologiquement, économiquement. D'accord. Et par rapport à la campagne, qu'est-ce qu'il faut savoir en plus de la phase d'inscription? Et parce qu'aujourd'hui, est-ce que si par exemple je suis à Déticop, on me prend en compte? Oui, on va vous prendre en compte. Il y a même des gens qui peuvent être à l'intérieur du pays, qui peuvent programmer de venir dans le Grand Lomé. Et comme je vous le disais, avec notre campagne, nous avons même été à Neho pour faire le prélèvement de toute une église. Parce que l'église a fait, eux ils ont fait, disons, ils se sont inscrits en groupe. Et on a vu qu'ils étaient nombreux, donc on était obligé d'aller
chez eux. Donc, les centres peuvent le faire comme ça, n'importe quel centre, même si c'est à Dapan. Quand vous vous mettez en groupe et que vous vous inscrivez, nous pouvons nous déplacer pour venir vers vous, vous faire le prélèvement et après vous envoyer les résultats. Et donc, ça veut dire que oui, c'est destiné au Grand Lomé, mais quand même, si vous êtes dans la région centrale et que vous êtes en grand nombre, peut-être une société et tout ça, voilà, on peut s'inscrire et puis nous vous déplacer. Venons vers vous pour faire le prélèvement et autres. D'accord. Un message à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent pour finir, on tend vers la fin. Ok, déjà je remercie tous ceux qui nous ont écoutés et j'appelle la population à prendre des mesures, à prendre des décisions responsables. C'est comme ça que j'aime l'appeler, des décisions responsables pour son avenir et pour l'avenir de sa population. Vous faites l'électrophorèse, vous vous inscrivez, nous allons venir vous faire le prélèvement, que ça soit chez vous ou on vous envoie à l'hôpital. Et l'électrophorèse, ça ne se fait qu'une seule fois. Donc, décidez maintenant de faire l'électrophorèse pour la prévention, pour vous et pour votre destinée. Joël, un message? Oui, un merci à nos auditeurs. Et aussi, je dirais que les gens qui n'ont pas encore fait ce dépistage, c'est le moment de voilà, pour qu'on puisse les dépister. Et les gens qui sont déjà drépanocytaires, je leur dirais que s'ils suivent les conseils à la lettre de leur médecin traitant, ça peut aller. Donc, de bien prendre soin d'eux et les conseils qu'on les donne, de les suivre et ça ira bien. D'accord, merci beaucoup à vous. Alors, si vous voulez vous inscrire pour pouvoir faire cette analyse pour connaître votre statut hémoglobinique, c'est-à-dire l'électrophorèse, il suffit de contacter le plus 228 92 88 88 22. C'est le numéro de l'association MLA ou vous tapez MLA sur les réseaux sociaux et puis vous avez leurs affiches et vous pouvez les appeler et vous inscrire. L'inscription, c'est jusqu'au 22 juin 2023 et la phase d'analyse, c'est du 22 au 30 juin 2023 et c'est à 3500 tout ça. Donc, vous voyez qu'il est nécessaire de le faire. Au lieu de prendre tout votre temps, vous avez plus de 5000 pour faire l'analyse. Après, vous devez retourner en consultation, vous payez la consultation et tout. C'est mieux de payer 3500 et pouvoir connaître votre statut hémoglobinique. Ainsi s'achève Santé à Sud de ce jour. Nous étions avec Wake Djembare. Oui, c'est ça. Parce que la dernière fois, ce nom-là, vous vous souvenez, Wake Djembare, il est doctorant en médecine chargé à adjoint des projets à MLA. Également, il était avec nous, Joël Baktok-Fetu, voilà, étudiant en médecine. Je suis Edwige Japé, donc je donne rendez-vous mardi prochain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et surtout, arrêtez de parler de l'amour quand il s'agit de la santé. Oui. C'est clair. On ne parle pas d'amour quand il s'agit de la santé parce que vous donnez beaucoup de travail aux médecins et aux jeunes médecins. Ils ne continuent pas à vous sensibiliser, mais vous refusez d'écouter. C'est important de prendre soin de vous et de votre communauté. Alors faites vos analyses. Allez vous inscrire pour l'électrophorèse et connaissez et maîtrisez vos statuts. Et puis laissez-nous en paix. Laissez les médecins dormir un peu. Parce qu'ils ont besoin aussi de se reposer. Merci. Et on se retrouve très prochainement. Bye bye. Merci.